Jumia Black Friday Dikatina. C'est du 6 au 30 novembre jusqu'à 80% de réduction. Hey, merci Chérif. Moussa Diaw, il est enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, chercheur en sciences politiques. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors vous avez sorti un livre itinéraire et réflexion d'un enfant du Waalo, un livre axé sur les valeurs et traditions du Waalo, dans un contexte de crise des valeurs, dans un contexte où le djom, le kersa, le non-respect de la parole donnée sont légion. Est-ce que c'est un livre qui tombe à pic? Oui, on peut dire ça, mais la volonté de rédiger ce texte s'inspire justement de cette région du Waalo, cette contrée où j'ai passé ma jeunesse. Et j'en profite justement pour dire un bonjour aux habitants de Guidakar Mauritanie, Guidakar Sénégal, Kharé, Mbulor et les autres villages également. Dans le Waalo, bien entendu, pour rappeler que c'est un environnement qui est ouvert, un environnement très riche culturellement et sur le plan identitaire. Et donc on apprend énormément de choses dans cette région, et ces valeurs-là où j'ai baigné m'ont permis justement de résister à un certain nombre de dérives, notamment quand on vit en Occident avec les libertés sans limite. C'est la raison pour laquelle je fais un éloge justement au Waalo, à sa richesse culturelle et surtout aux valeurs qui constituent un terreau sur lesquels on peut se ressourcer et puis se renforcer pour pouvoir bien sûr gagner des batailles. Batailles pour acquérir le savoir, bataille pour réussir dans la vie. C'est la raison pour laquelle donc j'ai insisté sur cette région et ses ressources traditionnelles qui constituent donc un élément indispensable si on veut réussir dans la vie par l'effort, par le travail, mais aussi par l'abnégation, surtout quand on vient de familles modestes. Donc c'est cette expérience-là que je voulais partager à travers ce livre-là, et qui aussi touche un certain nombre de problématiques d'actualité. Oui, justement parce que c'est par ces valeurs, ou grâce à ces valeurs-là, que des jeunes ont décidé quand même de braver l'océan pour aller quand même monnayer leur talent ailleurs, pour aller vers l'Eldorado, parce qu'ici chez eux, ils n'ont pas les moyens pour faire face au train-train de la vie. Oui, c'est vrai que c'est... Est-ce que c'est un signe de valeur, de jom? Oui, c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de ressources qui sont disponibles, mais c'est difficile. C'est difficile quand on est dans la pauvreté, dans l'absence de repères ou de soutien. Parce que le Waalo, actuellement, quand on regarde bien, les jeunes n'ont plus d'horizon, vivent dans l'incertitude. Parce qu'avant, il y avait des ressources, il y avait l'agriculture, il y avait la pêche, mais maintenant avec la sécheresse, vous savez, la plupart des paysans ont perdu leurs terres. Dans cette région de Waalo, il y a une société qui exploite donc la canne à sucre et qui a exproprié ces paysans-là, et ils n'ont plus de terre, ils sont enclavés. Quand on regarde le village de Guidakar, il n'y a plus de terre, et donc les perspectives s'assombrissent. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes qui n'ont plus de soutien, n'ont pas de moyens même pour faire l'université, sont obligés d'aller vers le marché de l'emploi, ou bien penser à l'Europe en espérant réussir. C'est ça la grande problématique aujourd'hui de la jeunesse. Une jeunesse qui est dans le désespoir, une jeunesse qui a des horizons fermés et qui pense aujourd'hui que la seule alternative, c'est de partir. Et ça, c'est un danger. C'est un danger pour un pays, parce que la jeunesse constitue une ressource pour l'avenir d'une nation, et les voir partir comme cela, ça annonce un danger. Ça annonce un avenir incertain. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les autorités l'État doit intervenir par des politiques publiques,
par des réflexions autour d'un certain nombre de secteurs où des niches d'emploi existent. Et il faudra donc voir comment et dans quelle mesure on peut les exploiter pour mettre à la disposition de cette jeunesse-là les possibilités d'avoir un emploi, les possibilités de penser leur avenir et d'avoir des ambitions pour leur pays. Mais professeur, est-ce que les valeurs que vous invoquez dans votre livre, ainsi que la pauvreté que vous venez d'évoquer, doivent pousser les jeunes à vendanger leur vie? Non, mais c'est vrai que ces valeurs-là sont là pour renforcer, encadrer ces jeunes-là. C'est en fait un rempart. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait naturellement des politiques adaptées pour ces jeunes-là. Quand vous regardez les jeunes, même sortant de l'université avec des diplômes, ils se posent des questions pour leur avenir. Ils n'ont aucune ambition parce que les structures normalement qui devaient les accueillir ne sont pas disponibles, n'ont pas le développement nécessaire pour pouvoir les absorber au niveau de l'emploi. Et c'est la raison pour laquelle, par ce désespoir-là, par cette incertitude, par aussi l'absence de situation leur permettant de penser leur avenir à partir des ressources disponibles. Oui. C'est la raison pour laquelle, donc ce sont ces facteurs-là qui les poussent à partir. Mais aussi où il y a les parents. Il y a les parents qui sont dans la pauvreté et malheureusement il y a quelques jeunes qui échappent, qui réussissent et qui téléphonent aux autres pour leur dire voilà, on est en Espagne, on a trouvé un emploi. Donc ça fait un appel d'air. Mais aujourd'hui, on doit prendre toutes les mesures disponibles pour pouvoir d'abord construire, mettre en place tout un programme pour la création d'emplois pour les jeunes. Il faudrait que les jeunes s'identifient au projet d'avenir. Et malheureusement, on a tendance à occulter cette dimension-là, ou bien à faire des promesses qui ne sont jamais tenues. Et ça pose des problèmes pour cette jeunesse qui est désespérée, qui est déstabilisée par aujourd'hui cette situation-là, et qui mérite donc qu'on y réfléchisse et qu'on en parle, surtout au niveau de l'État, et que ça nécessite, pourquoi pas, des assises, des assises nationales pour la jeunesse, pour la création d'emplois, qui associe l'ensemble des acteurs, y compris le secteur privé que le secteur public, pour pouvoir trouver des solutions afin d'empêcher ces jeunes-là de partir. En tout cas, on a comme l'impression que la création d'emplois est la bête noire de tous les gouvernants, je ne dirais pas seulement sénégalais, mais africains, parce que cette affaire de cette problématique de l'immigration clandestine ne concerne pas seulement le Sénégal, mais l'Afrique, le continent. Oui, c'est vrai. Tout cela, on peut l'analyser sur le fait d'abord que l'Afrique souffre. On peut même dire que l'Afrique est malade de ses dirigeants. Parce qu'on a vu, les pratiques politiques n'ont pas changé depuis très longtemps. Si vous prenez le cas du Sénégal, depuis Senghor, ce sont les mêmes pratiques politiques, avec pratiquement les mêmes élites qui se reproduisent. Un système qui est là, et avec une minorité, un petit groupe de dirigeants qui se reproduisent, qui se recyclent, et ça pose problème. Ça pose problème parce qu'on a l'impression, si on se met dans la peau des citoyens, que ces dirigeants-là ne pensent pas à l'avenir du pays, ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Et constituent donc un microcosme dans lequel ils vivent, et ils se recyclent entre eux, et ils s'arrangent entre eux. Des fois, peut-être il y a des crises, mais ils les règlent et ils se reproduisent. Et ce qui est dangereux, c'est qu'ils laissent les populations dans la détresse. Il y a un pan de la société qui est là dans la misère, dans la pauvreté, et ces gens-là considèrent que ces hommes politiques sont quand même un groupe à l'écart, et ça risque de créer une situation de rupture, c'est-à-dire qu'il y ait une rupture entre ceux qui gouvernent et les populations. Et là, c'est dramatique, parce que ça va créer un manque de confiance entre les hommes politiques et les citoyens. Et c'est maintenant, normalement... C'est ce qui est arrivé, d'ailleurs. Ah ben oui, mais c'est arrivé parce que tout simplement, on a l'impression que ces hommes politiques-là ne pensent pas les problèmes des citoyens en termes de lutte contre la pauvreté, de lutte contre les inondations, mais encore moins contre
le foncier, c'est-à-dire l'expropriation des terres et d'autres problèmes aussi, surtout pour les jeunes. Et donc c'est un ensemble de facteurs qui se posent au niveau de la société, et on a l'impression que les hommes politiques ne regardent pas, ne prennent pas les choses à la hauteur des enjeux, mais plutôt s'enferment dans leur logique, dans leur calcul politicien, et ça pose problème. Ça pose problème pour la stabilité d'un pays, parce que ça va créer des frustrations. Parce que ces genres de situations créent des frustrations, et qui constituent d'ailleurs un terreau pour la violence. Et je pense qu'il y a nécessité de prendre conscience pour les dirigeants et de penser l'avenir, parce que la politique, c'est pas seulement une fin en soi. La politique, c'est un moyen d'aider les citoyens, c'est un moyen de rendre service, d'être utile à son pays et de penser l'avenir avec l'ensemble des acteurs, y compris les populations, et de les intégrer dans leur politique. Justement, professeur, vous êtes un enseignant-chercheur en sciences politiques. J'aimerais que vous nous aidiez un tout petit peu à comprendre. Comment comprendre l'attitude du président Macky Sall, qui a mis de côté un certain nombre de cadres de son parti pour s'allier avec des personnes de l'opposition qui étaient rejetées par la population sénégalaise à travers son élection. Comment comprendre cela? Oui, c'est difficile à comprendre, mais quand on regarde bien l'action politique, on a toujours tendance à croire que la politique est une fin, avec des stratégies, avec des actes machiavéliens. On essaie toujours de faire des calculs. Et cela pose des problèmes parce que si on analyse bien cela, on a l'impression qu'on s'inscrit dans la continuité, qu'on ne pense pas qu'il y a une limite au pouvoir et qu'il y a une fin à ce pouvoir-là. Et donc, il faudra marquer l'histoire politique de son pays. Et marquer l'histoire politique de son pays, ça veut dire tout simplement que l'on travaille ensemble. C'est-à-dire que l'on fasse contribuer l'ensemble des acteurs, l'ensemble des expertises, qu'ils soient de son bord ou d'autres bords. Mais ce sont des citoyens, de les impliquer dans la réflexion. Parce que s'il n'y a pas de réflexion au préalable, mais on ne peut pas dessiner, on ne peut pas dresser une politique et la conduire pour améliorer les conditions de vie. C'est comme si, donc, ce sont des calculs, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à des proches qui sont évincés, mais parce que tout simplement, on ne respecte pas les règles du jeu démocratique. Parce que la démocratie veut aussi la contradiction. Et les leaders politiques ont des ambitions. C'est vrai que normalement, c'est son dernier mandat. Et ce dernier mandat suscite des convoitises de la part des responsables politiques. Et c'est tout à fait normal. Ça rentre dans la normalité des choses. Dans une démocratie, on termine son mandat, les gens qui sont proches de vous ont des ambitions pour pouvoir prendre la relève et puis impulser une dynamique pour le développement du pays. Et c'est ça qu'il faudra comprendre. Accepter l'esprit contradictoire, qu'il soit de votre côté ou de l'autre, c'est ça l'esprit démocratique, et c'est ça qui fait avancer un pays. Parce qu'un pays où il n'y a pas de démocratie, c'est un pays qui n'évolue pas. Mais que cherche-t-il au juste? Parce qu'à travers ces actes, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il est en train de chercher un troisième mandat? Ben oui, les actes qu'il pose quand même, ça fait penser à quelqu'un qui s'inscrit dans la continuité. Et quand je parle de continuité, ça veut dire qu'il pense au troisième mandat. Mais ça, c'est évident. Et par les actes qu'il pose. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on est ce son deuxième mandat, et qu'au bout du deuxième mandat, c'est comme si on était au premier, oui. Avec des calculs politiques, des gens qui étaient considérés, à un moment donné, considérés comme des parias, ont été récupérés, recyclés, et pour quelle finalité, en fait? Ça, c'est ça qui est problématique. À mon avis, il faudra donc réfléchir pour penser qu'il y a une fin à tout mandat. Et que ce qui renforce la démocratie, c'est le respect des règles du jeu, respect des mandats, respect des constitutions. Et ne pas, en Afrique, on a toujours tendance à interpréter, à donner des juristes qui sont de votre bord pour vous interpréter la constitution afin de vous permettre de demander un autre mandat. Mais oui, mais chaque fois c'est comme cela. Parce que tout simplement, on ne tient pas compte de la diversité, on ne tient pas compte de la nécessité d'équilibre. Parce que quand on choisit les membres du Conseil constitutionnel, il faudrait que ça soit équilibré. Et ce n'est pas seulement la majorité qui choisit les gens qui sont proches de lui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, on peut dire, sans risque de se tromper,
que Macky Sall est sur la pente du troisième mandat. On a vu ce qui s'est passé. Ceux qui lorgnent ou ceux qui lorgneraient son fauteuil et qui sont dans son parti ont été tout de suite écartés du pouvoir pour ramener quand même Idrissa Seck, qui a été un farouche adversaire, qui est arrivé deuxième à la présidentielle. Et on nous parle de la reconstruction de la famille libérale. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Est-ce que le président est en train d'élargir plutôt sa majorité présidentielle qui va quand même théoriser le troisième mandat pour lui? Oui, c'est un problème. C'est un problème parce que normalement, quand on est en fin de mandat, on cherche à rendre service à son pays, à marquer l'histoire politique du pays par des actes pour améliorer les conditions de vie des populations, pour penser l'avenir de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est problématique. Maintenant, ce qu'on constate aujourd'hui, ça c'est le problème des leaders africains, hein, c'est toujours dans des calculs. Et chercher à se fossiliser au pouvoir, à rester plus longtemps au pouvoir parce qu'il y a une malgouvernance, parce qu'il y a des actes qui sont posés, on ramène le clan, la famille, les proches, et on gouverne sans même tenir compte des réalités. Et puis quelques manquements, les sanctionner, on ne sanctionne pas. C'est ça ce qui est extraordinaire, on ne sanctionne pas ceux qui sont proches de vous. Et ça pose problème. Ça pose problème auprès de l'opinion publique. Comment? Parce que vous êtes perçu comme tel, comme quelqu'un qui ne pense qu'à protéger les proches. Et ça, c'est grave pour une démocratie, pour la démocratie au Sénégal. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, les actes qui sont posés, ça ne peut qu'inspirer une dynamique vers la continuité. Maintenant, reste à voir, est-ce que il y aura des résistances, parce qu'il y a une stratégie qui a été développée qui consiste à déséquilibrer ou à déstabiliser l'opposition. Une démocratie ne peut pas fonctionner sans l'opposition. Il faut une opposition forte. La finalité de tout cela, c'est avoir les coups des franges pour pouvoir demander ou prolonger son mandat. Mais là, il va y avoir des résistances. Parce que c'est vrai que l'environnement donne des idées. Les pays voisins, on a vu, Guinée, en Côte d'Ivoire, mais il y a une spécificité sénégalaise. Et il faut tenir compte aussi des réalités politiques au Sénégal. Parce que tout simplement, il faudra donner un exemple comme quoi on respecte les règles du jeu, qu'on respecte le mandat, parce que si on se base sur les interprétations juridiques, le mandat il est ouvert, hein, parce que il n'y a pas de disposition transitoire au niveau de la Constitution pour comptabiliser le mandat précédent. Le mandat précédent n'est pas comptabilisé parce qu'on est dans un système de quinquennat. Donc c'est un mandat de 5 ans. L'autre mandat qui est passé, il n'est pas tenu compte au niveau de cette constitution-là. Donc ça veut dire tout simplement, s'il veut faire comme il l'a fait dans la réduction du mandat, demander l'avis du Conseil constitutionnel, ce qui est sûr que le Conseil constitutionnel va avaliser. Oui, parce que juridiquement ça passe. Oui. Mais le danger, c'est au niveau politique. Oui. Politiquement, il y a des contraintes, parce que le terrain n'est pas libre, parce qu'on ne laissera pas faire, parce qu'il y a des gens encore qui croient à la démocratie et à une alternance si c'est possible. Alors, vous êtes enseignant à l'université Gaston Berger, nous sommes rattrapés par le temps, et ces temps-ci, il y a des remous au niveau du campus. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais vous savez, l'espace universitaire est toujours marqué par des difficultés qui sont relativement à la situation des étudiants. C'est-à-dire le contexte social est difficile, les conditions de vie sont difficiles. Et aussi, il faut que l'État respecte les règles en termes de bourse. Hein. Là, les revendications, c'est souvent la même chose. Hein. C'est des bourses en retard. Là, je crois que c'est les masters qui n'ont pas cette bourse-là. Je pense que les autorités qui sont responsables de la gestion des bourses doivent faire un effort pour que ces étudiants-là reçoivent leur bourse et qu'on respecte les règles du jeu, c'est-à-dire sur le plan aussi académique, qu'on mette les moyens pour le développement des universités de façon globale. Voilà, alors l'itinéraire et réflexion d'un enfant du Waalo, nous avons la petite famille sur une pirogue, j'espère qu'ils n'embarquent pas pour l'Espagne. Non. C'est pas l'immigration clandestine. Non, pas du tout. En fait, c'est une belle image, c'est un livre qui sera dédicacé d'abord à Saint-Louis et après à Dakar. Oui. C'est prévu quand?
Pour l'instant, je n'ai pas encore fixé la date avec l'éditeur, mais c'est bientôt. C'est pour bientôt. Vous serez tenu informé de la date. Oui. Alors, pour une très dernière question, toute petite question. Non, c'est bon. C'est bon? Alors, merci. Votre dernier mot, professeur. Mon dernier mot, c'est de dire un bonjour à l'ensemble des habitants du Waalo et espérer que le gouvernement va réagir rapidement pour mettre en place tout un dispositif pour répondre justement aux aspirations de la jeunesse. Alors, merci beaucoup, professeur Moussa Diaw, qui est enseignant-chercheur à l'université, en sciences politiques bien entendu, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci d'être venu et à la prochaine. Merci, je vous remercie. Merci également à Daoud Mine. Merci également à vous d'avoir suivi et à demain, Inch'Allah. Merci.